Bonjour à tous, bienvenue sur Ciel TV pour une nouvelle conférence. La lutte contre le gaspillage alimentaire est une affaire de tous, de l'amont à l'aval de la chaîne alimentaire. Ce sont des actes de bon sens, des initiatives citoyennes et des projets innovants pour permettre de réduire le gaspillage alimentaire. Pour en parler et pour en débattre, nous avons François Chabrier qui est ici, responsable appui technique chez CTR Agrotech, Ignacio Gavilan, directeur développement durable The Consumer Goods Forum, Gérard Perrault, directeur départemental adjoint à l'action sociale Croix-Rouge 93, Florence Ranson, Food Drink Europe, Every Crumb Counts, et puis Guillaume Garot, député de la Mayenne, mais aussi celui qui a fait la loi Garot dont on parlera. Il viendra conclure cette conférence en nous expliquant tout ce qui est mis en place aujourd'hui pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et pour tout de suite, je vous propose d'accueillir Angélique Delahaye, qui est présidente Solal, et elle va nous établir tout ce qu'elle fait pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Angélique, je vous cède la place. Venez ici, oui, venez ici, comme ça vous verrez directement. Venez ici. Alors, expliquez-nous un peu qui est Solal et de quelle manière vous intervenez dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, peut-être dire d'où vient Solal. Oui. Solal, elle naît dans la tête d'un homme dont la générosité n'a jamais été approuvée dans le milieu agricole. Il s'appelait Jean-Michel Lemétayer, il était producteur de lait. Et devant une situation de modification de la politique agricole commune, il s'est dit c'est pas possible que les producteurs de lait n'aient plus moyen de donner une partie de leur production pour nos concitoyens qui ne sont pas toujours en capacité de pouvoir accéder à une alimentation équilibrée. Et puis moi je viens d'une autre filière qui est la filière des fruits et légumes, et en 2011 on a connu une crise terrible qui a impacté fortement la production fruitière et légumière en Europe, pas uniquement en France. Et les producteurs ont été amenés à acheter des tonnes et des tonnes de produits. Et on s'est dit, plus jamais ça. Plus jamais ça, d'autant que ces produits étaient tout à fait consommables. Mais le sacro-saint principe de précaution ont fait que en certains pays européens, le mot d'ordre a été donné de ne plus manger de fruits et légumes pour ne pas risquer d'être contaminé par cette bactérie. Ouais. Et j'ai rencontré Jean-Michel, on se connaissait un petit peu avant, et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a créé Solal. Solal, ça signifie quoi? Solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires. D'accord. Donc notre but, il est multiple. Il est de permettre à nos concitoyens qui n'ont pas une alimentation équilibrée de pouvoir mettre à leur disposition des produits que les agriculteurs ne sont plus en capacité de vendre parce que le marché n'en veut pas pour des tas de raisons. Et auparavant, une partie de ces produits était jetée. Et on s'est dit, on va se mobiliser pour faire en sorte que ces produits retrouvent le chemin des estomacs et dans un élan qui est celui de la générosité des agriculteurs, que moi j'appelle mes agriculteurs. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un très joli terme, agriculteur. Voilà, ça parce que les agriculteurs sont des gens qui sont généreux par nature. On va jamais dans une ferme sans repartir ou avec une motte de beurre si on va chez un producteur de lait, ou avec un panier de fruits et légumes quand on va chez un producteur de fruits et légumes. Alors vous avez des éléments à nous montrer? Ah oui. Alors je vais vous céder la place. Sur ces trucs, oui, parce qu'en fait le temps est imparti pour chacun. Où est-ce qu'on appuie? Alors vous appuyez, regardez. Voilà, c'est plus simple. Vous voyez, regardez comme c'est simple. Vous êtes parti un peu loin. On va revenir. C'est bon. C'est bon. Premier. Alors. Donc là, je ne sais pas si les gens peuvent le voir. Enfin, en tous les cas, les objectifs de Solal, ils sont au nombre de 4. Si, on peut voir ici. C'est donc renforcer l'engagement des acteurs, que sont les agriculteurs. C'est faciliter les dons, parce que c'est pas monsieur qui est là qui me démentira. Les fruits et légumes, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est des produits qui sont périssables, dont la durée de vie est extrêmement courte. Et quand les producteurs de fruits et légumes ont des légumes à donner, mais il faut faire très vite pour pouvoir les acheminer près des associations telles que le Secours populaire. Mais il y a 18 associations habilitées. Hein, on connaît les plus importantes, les banques alimentaires, les Restos du Cœur, le Secours populaire, etc. Mais ils sont quand même très nombreux. C'était aussi lutter contre le gaspillage alimentaire. Et je crois que c'est le thème de cette table ronde parce que aujourd'hui, on va être de plus en plus nombreux sur la planète et produire plus aura une limite et produire mieux, ça commence aussi par gaspiller moins et faire en sorte qu'on achète que ce dont on a besoin pour se nourrir
et qu'on arrête de jeter tous ces produits. Oui, pitié, et puis, qu'on arrête. Qu'on fasse des efforts. 37% de gaspillage alimentaire chez les consommateurs. Exactement. Mais il n'y a pas que. Et puis on n'est pas là pour culpabiliser les gens. Non. On est là pour faire en sorte que chacun prenne conscience que chacun à son niveau, à la maison, dans une exploitation, dans une filière agroalimentaire, on peut tous faire un geste qui fait que ces produits trouvent une nouvelle vie. Mais je crois qu'on nous expliquera tout à l'heure aussi qu'il y a plein de vies possibles. Mais la première des premières, pour moi qui suis agricultrice, c'est que ce qui sort de mon exploitation serve à nourrir les hommes. Déjà, avant tout, c'est ça. Et donc, pour les fruits et légumes, c'est effectivement permettre un nouvel équilibre et contribuer à l'équilibre nutritionnel de nos concitoyens les plus démunis. D'accord. Si vous avez envie d'intervenir, Monsieur Garot, vous avez le droit. Hein, oui, puis en plus, je casse, Guillaume. Excuse-moi, c'est pas très sympa. On est nombreux. C'est vrai que c'est je fais de l'ombre au ministre. C'est vrai que c'est une conférence qui est très importante et vous êtes nombreux. Alors, juste et je vous remercie d'ailleurs. Quelques chiffres. J'irai peut-être pas jusqu'au bout de la présentation parce qu'il y a des choses peut-être qui sont moins importantes. Mais c'est quoi? Solal, elle a 3 ans. Ça a été créé en mai 2013 et aujourd'hui, l'ensemble des agriculteurs qui ont donné essentiellement des fruits et légumes. C'est 9 000 tonnes, pardon. C'est l'équivalent quand même de 18 millions de repas. Bravo. Hein. Et donc, voilà. Bravo. Moi, je suis fière de nos agriculteurs. Et puis, peut-être dire que l'aide alimentaire, ça contribue à redonner de l'estime de soi. Je crois que ça, c'est une chose qu'on a appris en discutant avec les associations d'aide alimentaire. Moi, j'avais pas ce sentiment-là. Ça m'était un peu étranger parce que moi, j'ai la chance de manger à ma faim tous les jours, ce qui n'est pas toujours le cas de tous nos concitoyens. Et puis, ça crée du lien. Ça donne un sens. C'est extraordinaire quand on fait une opération de don, de voir briller un éclat dans les yeux de l'agriculteur et puis de voir toute cette chaîne de solidarité. Je vous sens ému quand vous parlez de ça. Ben oui, on ne peut pas être autrement qu'ému quand on fait... C'est vrai, 18 millions de repas, c'est pas rien quand même. Hein. Oui, mais c'est pas moi, c'est tous ces agriculteurs partout sur les territoires qui ont fait... Je suis juste là pour les représenter, voilà. Merci beaucoup d'être là. Et puis, il y a plein d'autres choses. Il y a une chose, et on avait évoqué avec Guillaume Garot, à un Cial, il y a 2 ou 4 ans, je sais plus, au moins 2. C'est 2 ou 4, de toute façon. C'est en fait que il y a de la mixité culturelle à faire autour de l'alimentation, et en particulier sur les fruits et légumes, qui sont des produits qui sont un peu boudés par nos concitoyens, parce que on sait pas toujours les accommoder, on sait pas toujours bien les préparer, on sait pas toujours bien les conserver. Et en fait, moi, dans mon exploitation, j'ai des gens qui sont de plein de cultures différentes. J'ai des gens qui viennent du continent asiatique, j'ai des gens qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Et avec eux, j'ai appris une nouvelle façon d'appréhender les légumes et de consommer finalement tout sur les légumes. Et tout est consommable. Normalement, rien ne doit finir dans la poubelle. Et on ne gâche rien. Non, jamais rien. Je pense c'est l'essentiel. Voilà. Solal, oui, si vous pouvez montrer les coordonnées de Solal, bien sûr qu'il y aura des gens qui seront intéressés. De toute façon, vous pourrez poser vos questions si vous voulez après. Parce que le citoyen est aussi solidaire et donc bien sûr. Il est là pour nous accompagner. Et on fait beaucoup d'opérations solidaires où le public, nos concitoyens peuvent venir doubler les dons des agriculteurs faits aux associations d'aide alimentaire. Merci beaucoup. Merci Angélique Delahaye. Vous pouvez l'applaudir. C'est une belle initiative, c'est une belle action. Ça lutte contre le gaspillage alimentaire et ça offre des repas à ceux qui ne peuvent pas s'offrir, ne peuvent pas manger tous les jours. On va accueillir maintenant François Chabrier, qui a plein de choses à nous montrer. Alors, rappelez-nous quel rôle joue Agrotech dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Bonjour. Alors Agrotech joue un rôle dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en accompagnant les industriels à réintégrer dans leur cycle de fabrication de produits des matières qui habituellement sont écartées et sont mises au rebut. D'accord. Et plus généralement, Agrotech, c'est quoi? Alors Agrotech, c'est un CRT, un centre de ressources technologiques, dont l'objectif, dont le travail est d'accompagner des porteurs de projets, des industriels, des agriculteurs, depuis une idée de produit jusqu'à la validation par le consommateur. D'accord. Et quel est votre rôle à vous? Alors moi, j'interviens sur la partie appui technique, qui est la mise au point de produits, de procédés
et l'accompagnement en qualité, en organisation industrielle. Alors plus concrètement, expliquez-nous quel procédé est-ce que vous utilisez pour valoriser le coproduit alimentaire et puis nous rappeler rapidement la définition de coproduit. Alors oui, un coproduit, tout d'abord, au sens où on l'entend, ça va être un produit qui a encore une valeur pour être réintégré dans l'alimentation. On considérera comme déchet, par opposition, quelque chose qui n'est plus consommable. Mais à partir du moment où c'est encore consommable, on l'appelle coproduit. On a travaillé à Agrotech, donc par un travail d'une thèse qui a été menée pendant 3 ans, sur justement comment arriver à valoriser, comment arriver à mettre en valeur, et que ce soit économiquement viable, les composés de ces coproduits. D'accord, alors on va faire une petite démonstration, faire un peu de chimie, hein, si on peut dire. Voilà. Alors vous savez quoi, je vais venir avec vous parce que je vais tenir le micro. Alors je veux bien. Parce que... Donc en fait, dans les travaux que l'on a fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on a stabilisé des coproduits, notamment voilà, des coproduits issus de la pomme. Alors ce sont des coproduits que l'on peut retrouver sur des gâteaux de presse dans des process de fabrication de jus ou encore dans des process de fabrication de cidre. On les a stabilisés en les réduisant en poudre par différentes technologies. Et donc on obtient une poudre un petit peu beige. D'accord, on va essayer de montrer. Je ne sais pas si on arrive à capter jusqu'à moi avec le cadreur. Je ne sais pas quel cadreur va pouvoir prendre. Je montre comme ça. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu plus près à quoi ressemble cette poudre. Donc ça, c'est de la pomme. Hein. Voilà, c'est de la pomme qui a été je sais pas, on peut faire assainie et qui a été séchée également. D'accord. Donc on va mélanger ça avec quoi? Avec de l'eau, juste pour vous montrer que dans cette pomme, alors c'est connu depuis longtemps, on a des propriétés antioxydantes. Et là, ce que l'on va montrer ici, ce sont des propriétés texturantes. Donc la pomme est riche en fibres, en sucre. Et donc nous, on a gardé toute la pomme pour essayer de, en conservant l'ensemble des molécules, avoir une action quand même spécifique. Cette action ici, donc, ça va être l'action d'épaississant donc, que va avoir cette poudre de pomme. Alors on y va. On essaye de faire la démo en direct. Donc c'est de l'eau. Voilà, c'est juste de l'eau qu'on va verser. On va mélanger un petit peu. Un petit mélangeur. Vous avez tout prévu. Tout est prévu. Donc juste, on mélange et on va avoir une pâte qui se forme. Alors là, on a quelque chose de très concentré dans l'industrie. En fonction des niveaux de texture que l'on va vouloir obtenir, on pourra mettre plus ou moins de poudre de pomme dans le reste. Et donc, on obtient quasiment, là, puisqu'on est... Une pâte, presque comme une compote un peu, hein, c'est ça? Presque comme une compote, voilà, qui tient. On est parti de... Vous l'avez fait vite fait, là. Hein, mais... On l'a fait rapidement, c'est pas le mélange optimum. Mais voilà, on peut derrière avoir vraiment quelque chose qui amène une texture forte à un produit. À quoi elle va servir, cette texture? Cette texture va servir dans différents produits agroalimentaires. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser quelque chose qui auparavant était jeté ou qui n'était pas valorisé dans l'alimentation humaine pour se substituer à des additifs. Donc on va pouvoir supprimer un additif, un code en E qui aujourd'hui sont montrés du doigt par le consommateur et on va pouvoir le substituer par une poudre de pomme. Et est-ce que finalement, dans la finalité, est-ce que ça répond à la demande des consommateurs? Alors oui, c'est quelque chose qui est vraiment plébiscité par le consommateur, qui veut donc voir disparaître l'ensemble de ces additifs et aller vers un produit qui a toujours une naturalité plus marquée, mais en gardant les fonctionnalités, en gardant l'aspect des produits auxquels il a été habitué. Donc ça ne s'appelle plus déchets? Ça ne s'appelle plus déchets, ça s'appelle coproduit. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres matières comme ça qu'on peut transformer? Oui, alors nous, on a travaillé sur différentes matières premières végétales, parce que c'est notre spécialité, mais tout est possible. Il suffit de trouver la méthode, et ça, on peut accompagner les industriels, et également de trouver les bons produits et les bons process. D'accord, parce que ce sont les sociétés qui viennent vous voir pour vous demander comment on pourrait transformer tel produit? Voilà, nous on a mis en place l'action, on a mis en place la méthode et on la propose à des industriels, à des agriculteurs qui ont des produits à valoriser. Et donc on passe non seulement d'un ancien déchet, donc à un coproduit, et on essaie d'amener de la valeur à toute cette opération. D'accord, c'est encore en cours de projet ou c'est déjà commercialisé ? Alors c'est quelque chose que l'on réalise déjà, on a fait plusieurs accompagnements auprès de diverses entreprises, petites ou grosses. On a accompagné un agriculteur, notamment sur une herbe aromatique. Et également, on a fait des projets autour de la pomme. Ah, les agriculteurs, ils sont toujours au cœur de nos aliments. C'est eux qui nous font incontournable, évidemment. Quels sont vos objectifs ? Nos objectifs, c'est clairement de pouvoir proposer ces méthodes à différentes entreprises pour réduire cette quantité de produits qui sont aujourd'hui
pré-transformés quand ce sont des coproduits issus de l'industrie agroalimentaire et qui ne sont pas du tout valorisés, qui sont même taxés pour s'en débarrasser, ce qui est un comble. Oui, évidemment. Donc là, on arrête le circuit comme ça et puis on passe directement à la transformation. Donc bravo. Et on retourne vers le consommateur. Merci, merci beaucoup. Donc on va passer maintenant. Donc c'était François Chabrier, que vous pouvez applaudir. Bravo. C'est le chimiste. Hein. Accueillons maintenant Ignacio Gavilan. Donc, est-ce que vous avez la petite télécommande? Mais on se met où on veut ici. Voilà. Angélique, rendez-nous la télécommande. Je viens ici. Et puis, non, vous pouvez rester ici, comme vous voulez. Mais vous voulez venir à côté de moi, vous mettez à côté de moi. Il n'y a pas de souci. Regardez, on pousse ça. Ici, comme on bar. Alors, si vous voulez avoir la traduction, vous allez parler en anglais? Malheureusement, mon français est très mauvais et je veux parler en anglais. Désolé. Hein? Donc, je vous invite, si vous voulez prendre un petit casque pour la traduction d'Ignacio Gavilan. Moi, je prends. Good afternoon, everybody. Thank you very much, CL, for providing us with the opportunity to be here. Today, I'm going to tell you a beautiful story about how to get companies to act on such an issue like food waste. The Consumer Goods Forum is an organization that represents 400 companies in the consumer goods sector. We basically do one thing, bring together retailers and manufacturers pursuing activities in the sector, such as food waste. We don't have the time to go over all the things we do. I believe I have a presentation here, but you have some stats in there. But let me leave you with a number of things that we do well. We identify the issues that are relevant for the industry, such as food waste. We set up the right targets for the members. We set up the right partnership to tackle these issues. And we set up the right governance. So I'm going to leave you with three basic concepts of what we do. We focus on positive change. We're not reactive. We focus on the change, on market transformation. We want a continuous effort from the members, moving the needle in the right direction. So that'll be one. It's an organization that is CEO-led. So from the governance point of view, we get to the highest level. So when decisions are made within our members, they come from the top. And then it's all about collaboration. You might think retailers and manufacturers agree on everything, but it's not. So we are the glue that brings them together in many of these issues. So I just wanted to bring you a little bit of the picture on where we operate. If you look at the top, we have almost 7 billion consumers moving into 9 in 2050. And you look at the bottom, you have 1.5 million producers. And you have all this very, very complex environment in the middle, where traders, manufacturers, retailers, processors, investors operate. But believe it or not, this is the point where we have the greatest leverage. So that's precisely where we operate. OK. OK. On va passer au slide suivant. Voilà. Next. OK, so within the Consumer Goods Forum, we have a number of pillars. I lead the sustainability pillar, the one in charge of food waste. How do we operate? We have a board comprised of 50 CEOs, 25 retailers, 25 manufacturers. They set direction. Out of that board, a number of steering committees work on the implementation of the resolutions that we approve. So in the case of sustainability, we have 4 resolutions, one on deforestation, one on refrigeration, and one on food waste. And this is the one we're going to talk about today. Once again, the board sets direction, steering committee works on the implementation, and then working groups, which are basically representatives from companies, help us put together implementation plans for these resolutions. Next. Food waste. Okay, so we came up with this resolution last year in June, and it's very simple. We call the members to halve food waste within their own operation by 2025. And we will do that according to a baseline calculated this year under the Food Loss and Waste Protocol by the WRI, and I will explain in a minute. That's point number 1. Point number 2 will be to follow the SDG 12.3, which is contributing to the UN goals, to
that means cutting by half food waste on a per capita basis by 2030. So once again, if you remember the chapter before, or the chart, we have retailers and manufacturers operating in the center of the supply chain. We would like them to halve food waste within their own operations, and then influence both consumers and upstream what is called the post-harvest food waste. So we cover the entire spectrum of the food waste with the resolution, with a focus on the operation from our retailers and manufacturers. I spoke in the beginning about partnerships. We do have a number of them. We participated in the development of the Food Loss and Waste Protocol. We sat on the steering committee and made sure that the protocol was something that was implementable within the operations of our members. This is very important because now we have a beautiful situation in which we have a commitment and a tool to measure that commitment, which is the protocol. So we're extremely happy with the release of this protocol in June this year. And now it's a question of using it. It's a bit scary, it's lengthy, it's dense, but it provides you with all the necessary tools to calculate your own inventory within your operation. And what is more important above all, and what we really, really want the members to do, is to measure and take action according to that measurement. So measurement and reporting is what we're really after. The times of donations, they will continue, but we would like to move from philanthropy into real measurement of what happens in your operation and how you're going to tackle it. And I think that's the most important piece of our resolution. And another thing we do well, and I think we still have time, is to put together events. So next week in Paris, we're going to hold the Sustainable Retail Summit with a focus on food waste. So if you happen to be here, and if you don't happen to be here, you can still come. There are tickets available. You can look at our webpage. There will be 2 days of discussion around the issue of food waste with very specific business cases from member companies. There are a number of CEOs speaking as well. And then on the second day, we're going to run a panel similar to this, where some of the members, such as Kellogg's, Nestlé, Danone, are going to explain what are they doing precisely within their own operation to tackle food waste, which I go back to my point on measurement, reporting, and creating the inventory. And I believe this is all I had to say today. Hopefully we get some time for questions later on. Thank you very much. Merci beaucoup, Ignacio Gavilan. Merci infiniment. Alors, on retient les dates 27 et 28 octobre. Ok, parfait. Merci infiniment. Accueillons maintenant Gérard Perrault, directeur départemental adjoint à l'action sociale Croix-Rouge du 93. Voilà, un petit micro, c'est mieux. Puis Merci. Vous pouvez retirer si vous voulez l'oreillette pour la traduction. Comme ça, vous serez plus libre. Voilà. Eh bien, bonjour. Moi, j'ai gardé la tenue. Mais c'était bravo, mais oui, vous êtes fiers de porter ce chasuble et vous avez tout à fait raison. Il faut dire qu'on est opérateur de récupération sur le Cial. J'en dirai un mot un petit peu après. Donc, la Croix-Rouge, elle est d'abord connue pour le secours aux blessés depuis plus de 150 ans. C'est son point de départ historique. Mais il y a une évolution dans son action. Et maintenant, le domaine de l'action sociale dans plein de directions est devenu presque, en termes de volume d'action, le domaine prépondérant de la Croix-Rouge. Alors, il y a environ en France 1 million de personnes qui bénéficient d'un secours de la part de la Croix-Rouge. Et en recentrant sur la Seine-Saint-Denis, puisqu'on est en Seine-Saint-Denis, et parce que je travaille en Seine-Saint-Denis bénévolement pour la Croix-Rouge, donc, c'est environ 2000 familles qui bénéficient d'une distribution alimentaire, environ 1000 tonnes de denrées alimentaires distribuées, donc entre 1,5 million et 2 millions de repas, l'équivalent en équivalent repas. Alors, d'où obtenons-nous toutes ces denrées? Bien sûr, on a d'une part un certain nombre de grands partenariats avec les banques alimentaires, par exemple,
avec les Restos du Cœur, avec lesquels on fait des échanges, avec d'autres partenaires comme Ecosphère, qui nous permet de récupérer des denrées chez différents fournisseurs. Pour ça, il faut être présent régulièrement. C'est-à-dire c'est-à-dire que un supermarché, par exemple, qui aurait envie de donner un petit peu des denrées qui arrivent en limite et qu'ils ne peuvent pas distribuer, on peut pas y aller une fois par semaine. Le contrat qui va se passer entre nous et le supermarché, il faut y aller quasiment tous les jours. Notre collègue de Solal disait, par exemple, tout ce qui est fruits et légumes, ce sont des denrées qui sont vite périssables, qu'il faut conserver dans des conditions bien particulières, et on ne peut pas attendre 3 jours ou 4 jours avant de les servir. Donc, ça demande de la part de l'association qui récupère un investissement régulier et permanent. On a un certain nombre de grandes enseignes qui nous alimentent, hein. Donc les banques alimentaires bien sûr, mais je voudrais citer les établissements métro, chez qui on récupère énormément de choses. Et donc pour nous c'est important de pouvoir travailler régulièrement. La Croix-Rouge ne s'arrête jamais, c'est-à-dire toute l'année on distribue. Je voudrais citer 2 exemples par rapport au gaspillage, puisque c'est le thème. Un producteur de pommes et poires d'un département voisin, d'ailleurs, jetait régulièrement des quantités importantes de fruits. On a eu un contact avec, et toutes les semaines, je récupère entre 500 kilos et 1 tonne de pommes et de poires. Quel est le problème de ces fruits? Simplement, ils n'ont pas le calibre attendu dans un supermarché. Ça serait difficilement vendable. Les légumes moches, c'est ça? Vous parlez des légumes moches? Mais ils sont pas. Moi, je les trouve pas forcément moches. Ils sont beaux, bien sûr. C'est 1 tonne de fruits qui, toutes les semaines, sont distribués à nos bénéficiaires. Un fabricant de gâteaux de Seine-et-Marne qui jetait aussi des quantités de gâteaux. Alors, c'est de 6 à 7 tonnes par an qu'on récupère chez ce fabricant. Alors, ce sont des gâteaux qui n'ont pas une cuisson parfaite, qui n'ont pas une présentation parfaite, mais ils font le plaisir de nos bénéficiaires. Oui. Ce sont les invendus, en gros. Ils ne peuvent pas les vendre, en fait. Hein. Voilà. Donc ça, c'est important qu'on ait ces partenaires. Alors après, on contribue donc à ce qu'il y ait moins de gaspillage. On fait attention aussi, nous, à ne pas perdre les denrées. Mais on est très vigilant sur les DLC. On ne distribue jamais à la Croix-Rouge des aliments dont la date est dépassée. Mais on peut s'interroger parfois sur la rigueur de ces dates-là. On pourrait probablement, pour certains produits, dépasser cette date sans aucun risque. Oui, bien sûr. C'est pas à moi de... Enfin, en tous les cas, il est certain qu'on pourrait dépasser. Les DLUO, les dates ultimes de consommation, au-delà de laquelle le fabricant ne garantit plus complètement la saveur ou la présentation du produit, bien souvent... si vous voulez, il n'y a aucune différence. C'est pas parce que la date est passée que brutalement le produit n'est plus mangeable. Oui, c'est ça. C'est pas à la minuit pile. Exactement. Mais il y a une espèce d'information qui est bien passée auprès de la population qui dit DLC dépassé, je prends plus. Oui. DLUO, les gens regardent la date et ne veulent plus. Alors on a tout un travail à faire vis-à-vis de ces familles pour leur expliquer qu'elles peuvent encore consommer au-delà de la DLUO. La DLC, on est rigoureux, je vous ai dit, on ne distribue pas plus. Monsieur Garot avait une petite chose à dire, à ajouter. J'approuve complètement ce qui vient d'être dit. Il faut faire une grande différence entre les produits frais qui sont soumis à une date limite de consommation et les produits secs qui, eux, obéissent à un autre régime. Vous avez parlé de DLUO, c'est un autre nom maintenant, oui. Mais c'est vrai que vous avez raison, les produits secs, on peut les manger au-delà, on peut les consommer au-delà. Simplement, le frais, là, il faut être extrêmement rigoureux. Je rebondis juste sur une donnée importante, un élément important de ce que vient de dire monsieur. C'est qu'on doit, à l'évidence, remettre à plat aujourd'hui notre système de date limite de consommation. Oui. Parce que ça crée beaucoup de confusion dans la tête des consommateurs. Alors, c'est un chantier national, c'est surtout un chantier européen, et je me tourne vers Angélique Delay, parce que
outre le fait qu'elle est présidente en France de Solal, elle est aussi députée au Parlement européen. Et il y a un gros travail à faire, et qui est fait d'ailleurs, à la fois par les gouvernements, mais aussi par le Parlement, pour qu'on y voit un peu plus clair, pour que le consommateur soit mieux informé sur la réalité de ces dates de péremption. Et est-ce que la loi Garot a changé quelque chose depuis février 2016, justement sur les invendus? Soyons clairs, on sent, je vais dire, un frémissement. Mais il y a encore beaucoup à faire, parce que justement, on nous dit souvent, un supermarché nous dit souvent, si vous ne venez pas tous les jours, je ne peux pas. Moi, il faut des choses régulières. Et finalement, les associations ont parfois du mal à assumer cette présence quotidienne dans un supermarché pour récupérer. Voilà. Bon, maintenant, il existe des intermédiaires aussi. On a reçu sur le plateau, sur l'émission de dimanche, justement sur le gaspillage alimentaire, la société Phoenix, qui justement fait un petit peu l'intermédiaire pour justement récupérer, pour redonner, redistribuer à des associations comme vous. Oui, toutes les énergies sont bonnes dans ce domaine. Bien sûr. Alors, il y a 2 axes sur lesquels on travaille à la Croix-Rouge. C'est une éducation à l'hygiène alimentaire. Nos familles, alors quelles sont nos familles à la Croix-Rouge? Ce sont des familles dans la difficulté. Soit des très jeunes sans travail, des personnes âgées, beaucoup plus qu'on pense, et puis beaucoup de familles en situation de précarité, et souvent d'origine étrangère. Ces catégories de familles ou de personnes ont des habitudes alimentaires qu'il faut souvent combattre. Une famille d'origine étrangère ne va jamais prendre certains fruits, légumes, parce qu'elle ne sait pas comment les cuisiner ou elle ne les a jamais vus. Ça ne fait pas partie de sa culture alimentaire. Tout à fait. Lorsqu'on a la possibilité, on anime par exemple des ateliers de préparation de repas pour montrer ce qu'on peut faire. Je parlais des pommes tout à l'heure. Faire une compote de pommes, pour certains, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, c'est tout bête. Alors donc des fiches repas, des ateliers cuisine, et puis des moments de discussion avec eux. Essayer ce produit-là, il se consomme, il se cuit de telle façon. Très honnêtement, dans ce qu'on récupère, parfois, on fait des découvertes étonnantes. On a des fruits, des légumes qu'on ne connaît pas. Oui, vous faites de la prévention, de l'éducation, et donc au milieu de tout ça. Merci beaucoup. Merci infiniment Gérard Perrault, donc de la Croix-Rouge 93. Alors je reprends ce micro parce que visiblement il a beaucoup travaillé aujourd'hui. Et on me dit qu'en régie, il a besoin de se reposer un peu. Ce n'est pas grave, car notre intervenante suivante, Florence... Alors, je sais pas, j'ai dit rançon tout à l'heure. Est-ce qu'on dit rançon? C'est rançon parce que je suis française, mais bon, c'est pratique, comme je travaille en anglais. Mais c'est ça, parce que c'est Food Drink Europe. Voilà. Je vais avoir besoin de votre petite... La petite télécommande, pour mettre voilà, les éléments, pour qu'on puisse suivre en même temps vos propos. Alors... Voilà. Peut-être vous expliquer d'abord ce qu'est Food Drink Europe. Food Drink Europe, c'est l'organisation européenne de l'industrie alimentaire. Donc en fait, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'ANIA en France, c'est la même chose, mais à niveau européen. Donc nous sommes une organisation, une fédération. Nos membres sont d'une part les associations nationales, comme l'ANIA, et 24 autres. Nous avons aussi 27 secteurs qui, là, sont des secteurs européens, des organisations européennes sectorielles représentant les fabricants de soupe, les fabricants de glace, les brasseurs, les fabricants de jus, etc. Donc vraiment une gamme de secteurs très très large. Et puis nous avons aussi des entreprises individuelles. Alors là, ce sont plutôt des grands acteurs de l'industrie alimentaire. Vous voyez des noms comme Unilever, comme Nestlé, comme Coca-Cola, etc. Donc avec cette gamme très très large de membres et d'acteurs dans notre secteur, ça nous donne effectivement une possibilité de positionnement. Quand nous prenons des actions qui touchent toute l'industrie. C'est vrai qu'il y a, et on en parlait tout à l'heure, du gaspillage évidemment chez les consommateurs, il y a du gaspillage au sein dans les magasins, dans le secteur de la vente, mais il y a aussi du gaspillage au niveau de la fabrication des produits. Alors, comment réduire ce gaspillage? La première chose à faire, c'est Je me rends compte que je suis allée
une trop loin, voilà, si ça veut bien revenir en arrière. La première chose à faire, c'est d'éviter ce gaspillage. En 2014, nous avons fait, en tant que Food Drink Europe, nous avons fait appel à nos partenaires dans la chaîne alimentaire. Parce que c'est vrai que si on doit lutter contre le gaspillage, on doit lutter contre le gaspillage du tout début à la toute fin de la chaîne alimentaire. Donc nous avons fait appel à nos partenaires au niveau européen et 18 organisations européennes se sont regroupées pour lancer l'initiative. Ah oui, alors... Il faudrait 3 mains. Ben oui, je ne sais pas pourquoi ça passe de l'une à l'autre, mais ça ne s'arrête pas sur celle du milieu. Des petits caprices, des fois, de la technique. Hein. Bon, voilà, maintenant, on n'y touche plus, ça reste là. Pour lancer ce projet qui s'appelle Every Crumb Counts, donc je disais, ce sont 18 organisations européennes qui recouvrent, alors là j'ai besoin de mon petit papier, qui recouvrent donc l'industrie alimentaire, les banques alimentaires, les différents secteurs de l'emballage dans l'alimentaire, les services traiteurs, certains services de la restauration, les industries des pesticides. Donc vous voyez, ça va vraiment du début à la fin de la chaîne alimentaire. On n'avait pas à ce moment-là d'organisation de consommateurs, mais ils étaient informés de ce qu'on a fait. Et l'objectif d'Every Crumb Counts est double. La première chose, c'est de réduire le gaspillage alimentaire d'un bout à l'autre de la chaîne. Et la deuxième chose, qui est un objectif concret, parce qu'on en parlait tout à l'heure au niveau du Consumer Goods Forum, c'est la même chose, mais au niveau européen, d'aider à contribuer à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2020. On a, dans ce cadre-là, 5 étapes de gaspillage alimentaire. La première chose, c'est évidemment de ne pas en faire. Ça semble une évidence, mais c'est quelque chose qui doit rentrer dans les processus de fabrication. Évidemment, il y a du gaspillage, il y en aura toujours. Alors quand on en a, la première priorité, c'est de rediriger ce gaspillage vers l'alimentation humaine. C'est-à-dire de s'assurer qu'en fait, si on doit se débarrasser de certaines choses, eh ben on s'en débarrasse peut-être en faisant des dons, etc. La deuxième étape, si on n'arrive pas à s'en débarrasser comme ça, c'est de rediriger ça vers la nourriture des animaux et vers un usage industriel. On a vu tout à l'heure, par exemple, l'utilisation des pommes. Bon, c'est vrai que cette poudre de pomme, elle peut être utilisée dans un usage industriel. Donc, c'est une deuxième façon de supprimer ce gaspillage. La troisième étape, s'il reste encore du gaspillage après ça, c'est de récupérer ces produits gaspillés et on s'en sert pour enrichir les sols ou pour produire de l'énergie. Et puis, la dernière étape de la chose, c'est avec ce qui reste encore, eh bien, on doit le détruire. Il ne faut pas oublier qu'un tiers de l'alimentation qui est produite est gaspillée à travers le monde. Un tiers, c'est quelque chose d'absolument énorme. Énorme, oui. Mais ce qu'on gaspille, ce n'est pas seulement l'alimentation. On gaspille l'énergie qu'on a dépensée à produire cette alimentation. On gaspille l'eau, on gaspille le travail des gens qui ont produit cette alimentation. Et puis après, si on doit le détruire, on gaspille encore de l'énergie à détruire ces produits. Il y a des émissions de CO2, etc. Donc, on ne se rend pas compte, c'est pas juste jeter quelque chose à la poubelle, c'est tout ce qu'il y a en amont de ça. Ça c'est vraiment un luxe. 585 millions d'euros. Mais voilà, par an. Donc c'est quelque chose d'absolument énorme, mais c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre et qu'on va devoir vraiment de plus en plus surveiller. Alors, après Every Crumb Counts, qui a été lancé en 2014, et où maintenant on vérifie, on regarde, on aide nos entreprises pour suivre un petit peu, pour voir comment les recommandations de Every Crumb Counts sont appliquées. On avait 19 engagements détaillés pris donc par ces 18 organisations, des engagements qui vraiment sont chiffrés et sont très précis. Vous pouvez aller voir, il y a un site qui s'appelle Every Crumb Counts, vous pouvez aller voir dessus le détail des engagements. Et puis ça suffisait pas, parce qu'on estimait qu'on est quand même un secteur, comme je le disais tout à l'heure, qui est très porteur. C'est le premier secteur industriel européen. On va accélérer un petit peu, je suis désolée, oui, mais le temps nous est imparti. Et si j'étais pas coincée, bon, c'est pas grave, si ça veut bien revenir, voilà, j'ai plus rien. Des caprices. Oui, il veut absolument pas me passer à celle que je veux. Enfin, c'est pas grave. La deuxième initiative a été lancée cette année, dans la foulée de celle-là, qui est une initiative pour encourager les entreprises fabricant des produits alimentaires à donner aux banques alimentaires. Donc, Every Meal Matters, c'est une initiative conjointe à l'industrie alimentaire et aux banques alimentaires, avec une série de recommandations
concrètes, pratiques, très quotidienne pour dire aux entreprises, voilà, vous avez des surplus alimentaires, ben voilà ce que vous pouvez en faire. Voilà comment vous adresser aux banques alimentaires, voilà ce que vous pouvez donner aux banques alimentaires, voilà comment le donner. Et c'est une liste de recommandations très concrètes qui concernent surtout les petites et moyennes entreprises. Parce qu'on parlait tout à l'heure de ce que font les gros. Il est évident que c'est très implanté dans la culture des grandes entreprises, des multinationales. C'est quelque chose qui fait partie de leur ADN depuis longtemps déjà. Mais les petites et moyennes entreprises, et on parlait tout à l'heure de ces gâteaux par exemple, qui ne sont pas impropres à la consommation du tout, on peut les manger, mais simplement les paquets sont abîmés, ou il y a une erreur d'étiquetage sur les paquets, ou bien une erreur d'impression. Ce sont des produits qui peuvent être donnés aux banques alimentaires. Donc ça, c'est la deuxième initiative qui s'appelle Every Meal Matters. Ça a été lancé au mois de juin et ça a été disséminé dans tout le secteur de l'industrie alimentaire européen et auprès des banques alimentaires. Donc ça, on espère effectivement, on espère mesurer le retour de ça d'ici l'année prochaine. Bon, ben on va suivre ça de près. Comme ça, on se reverra dans 2 ans pour en convenir. Monsieur Garot, oui, on peut applaudir évidemment toutes ces initiatives. Alors, vous avez entendu beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces initiatives? Que du bien, évidemment. Que du bien. Mais très sérieusement, que du bien. Parce que si on veut réussir aujourd'hui et demain, la bataille contre le gaspillage alimentaire, et c'est vrai que ça a été rappelé, le défi, il est bien sûr mondial, oui. Hein, il est planétaire. Ça a été très justement dit tout à l'heure. Il y a 1/3 de ce qu'on produit chaque année, 1/3, qui est perdu, jeté, gaspillé, autant à la production qu'à la consommation, et dans tous les pays du monde. On a devant nous ce qu'on appelle le défi alimentaire, parce qu'aujourd'hui on est 7 milliards d'êtres humains et on sera 9 milliards en 2050. Et la FAO nous dit, si on veut nourrir 9 milliards d'êtres humains, il faudrait qu'on augmente de 70% notre production agricole, avec le même mode de consommation qu'aujourd'hui. Tout ça avec la même planète, c'est impossible. Donc, et intolérable finalement. Bien sûr, et pas soutenable. Pas soutenable, pas durable. Donc il faut d'abord ne pas gaspiller, et je vous disais, c'est 1/3 de ce qu'on produit qui va à la poubelle. Et ça, c'est absolument scandaleux, parce qu'on produit pour jeter. Qui peut comprendre ça? Qui peut accepter ça? Et ce qui est très important aujourd'hui, et je reviens donc à ce qui a été présenté, c'est qu'on n'accepte plus ce non-sens, cette absurdité, ce scandale. Et ce qui fait chaud au cœur, c'est de voir que, quels que soient les acteurs dans la chaîne alimentaire, des producteurs jusqu'aux consommateurs que nous sommes, et aux chimistes, en passant par la transformation, la fabrication, la grande distribution, les associations de solidarité, tout le monde se dit, moi je peux jouer un rôle, je peux agir. Et l'enjeu finalement qui est devant nous, c'est de convaincre les Français que chacun a sa place, à la fois une responsabilité et une capacité à agir pour changer le monde. Et c'est ça qui est très, très intéressant et passionnant avec la lutte contre le gaspillage. Le défi, il est planétaire, mais l'action, elle est personnelle. Et c'est pas très compliqué d'agir soi-même. Mais il y a pas que mais les il faut consommateurs. donner les outils, et il faut donner les outils à chacun, et en France, à chaque citoyen. Alors en France, on a bien avancé. On a bien avancé d'abord parce que on a travaillé ensemble. Je pense à tous les acteurs qui sont autour de cette, qui sont sur cette tribune, mais qui sont aussi dans la salle. Il y en a d'autres. Il y a Elior qu'on a reçu ici, hein, qui a créé donc dimanche dernier le premier brunch anti-gaspi avec voilà, des chefs. Il y a Ecosphère qui est là, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et qui met en relation ceux qui peuvent donner et ceux qui veulent recevoir, les associations en particulier. Bref, tous ces acteurs-là, ils se sont dit il y a quelques années, moi j'étais ministre de l'agroalimentaire, on a envie de travailler avec vous pour que les choses changent dans notre pays en matière de gaspillage alimentaire. On s'est réunis, on a beaucoup travaillé, et puis on avait, à l'époque, c'était en 2013, conclu entre nous un pacte national contre le gaspillage. C'était une première étape. Ouais. Alors c'était très bien parce que partout sur le territoire, il y a des initiatives formidables qui ont été prises. Des associations, des collectivités locales, des cantines, bref, tout le monde s'y est mis. Mais sur le terrain. Et puis on s'est aperçu que malgré les bonnes volontés, ça ne suffisait pas. On n'arrivait toujours pas à faire reculer de façon importante le gaspillage dans notre pays. D'où
deuxième étape, cette loi que vous avez citée, qu'on a réussi à faire voter à l'unanimité, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, et qui a fixé un cadre d'action contre le gaspillage alimentaire, qui a fixé des règles, et qui a dit des choses très importantes. Cette loi, elle a dit d'abord, désormais, quand on a une grande surface, il est interdit de détruire de la nourriture consommable. Pourquoi? Parce qu'on a tous en tête des images, on me dit « Ah ben maintenant ça n'existe plus ». Quand même. Un petit peu quand même. On a tous vu des images, vous savez, d'eau de javel ou de méthylène versées sur des poubelles. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les poubelles? De la nourriture, comme disait Angélique, encore consommable. Ça, on ne peut plus l'accepter. Non, c'est plus possible. Donc c'est interdit dans la loi et il y a des sanctions, il y a des amendes. Premier point. Puis il y a un deuxième principe dans la loi, il y en a d'autres, mais j'en cite les deux principaux, les deux premiers. Il vaut mieux donner plutôt que jeter. D'où le travail qui est fait avec les associations de solidarité. Alors, c'est dans la légalité maintenant. On peut donner bien sûr, légalement. Non seulement c'est dans la légalité, mais c'est dans l'obligation. Il faut le faire. Une grande surface doit maintenant passer convention avec des associations. Alors vous dites, ça frémit. Et ça ne fait que frémir. Oui, c'est vrai, la loi elle a été votée il y a 6 mois. Et il ne faut pas penser qu'en 6 mois, on va résoudre 60 ans de dérive de la société, de surconsommation. Mais c'est vrai, je comprends, on a envie que ça aille vite. Mais bien sûr, et moi je partage évidemment cette volonté-là, cette exigence que vous manifestez. Il nous faudra un tout petit peu de temps, mais il ne faut jamais, jamais lâcher la pression. Et ça nous concerne tous, parce qu'on a tous, je le disais, ce rôle-là à remplir. Donc la loi, elle dit, on va passer des conventions entre les grandes surfaces et les associations sur un territoire pour redistribuer les invendus alimentaires. Et puis elle dit une troisième chose, la loi, je voudrais insister et terminer là-dessus pour répondre à votre question. Rien ne sera possible durablement sans un travail sur l'éducation. L'éducation des enfants en particulier. Et des parents aussi. Exactement. Mais pourquoi on passe par les enfants? Parce qu'on s'est aperçu que, en matière de bonnes habitudes, de comportement, ils pouvaient être, les enfants, les meilleurs éducateurs de leurs parents. Et oui, on apprend beaucoup. Les bons gestes qu'on apprend à la cantine, on peut les reproduire à la maison. C'est comme ça aussi qu'on va faire changer notre société. Les mentalités, évidemment. Bien évidemment. Donc voilà. On donne plutôt que jeter, on interdit de jeter de la nourriture consommable et puis on fait un travail capital, essentiel, fondamental d'éducation de notre société contre le gaspillage, pour l'alimentation et comme le disait, je crois que c'est Angélique, pour respecter le travail de celui qui produit l'alimentation, de celui qui fabrique l'alimentation et de celui qui la vend. Donc, c'est une autre place, une autre valeur de l'alimentation aujourd'hui dans notre société qu'il faut donner ou redonner. Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup bougé depuis qu'on s'était rencontrés en 2014, ici même sur le Cial. On voit beaucoup de choses maintenant justement sur l'éducation des enfants, plein de choses, et puis la loi, évidemment. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus pour participer donc à cette conférence sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Merci, vous pouvez les applaudir parce que réellement ce sont des belles actions. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Merci beaucoup.